What's up tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Cette vidéo, elle sera un peu spéciale, ce sera pas un vlog, ce sera une FAQ. Ça fait un petit moment maintenant, à l'heure où je tourne, on est le 8 septembre. Ça fait peut-être une ou deux semaines, j'avais mis une FAQ sur une boîte à questions plutôt sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes vos questions pour tout simplement la FAQ YouTube. Du coup, merci pour toutes vos questions. Déjà, j'en ai eu vraiment beaucoup. Je pense que le format, le fait que ce soit sur YouTube et que je puisse m'exprimer beaucoup plus longtemps que sur Instagram sous forme de story où ça peut blinder un peu vos stories, etc. Ça vous a beaucoup plus hypé et du coup j'ai reçu quand même pas mal de questions. Donc je pense que ça va être un bon format, vraiment très très raw où je vais tout mettre d'un coup et je vais répondre absolument à toutes les questions. Du coup ça va faire une vidéo assez longue, je pense que pour pas non plus que ça soit indigeste, ça va faire à peu près 15-20 minutes grand max pour répondre à toutes les questions. Et je vais essayer de couper le moins possible pour que ça soit le plus fluide possible. Donc voilà, ça va être un peu limite en fait sous forme de podcast cette vidéo-là. Et la première question, je vais vraiment prendre les questions, il n'y a pas d'ordre, simplement parce que j'ai pas préparé les questions, je préfère y répondre de manière spontanée, donc il n'y a vraiment vraiment pas d'ordre. Et la première question que j'avais reçue, en tout cas que j'ai devant les yeux, c'est quel est actuellement ton point faible physiquement. Euh, je pense que mes points faibles ont quand même pas mal évolué depuis que je suis avec Florian, depuis que je prépare mes compètes de bodybuilding et que je suis vraiment vraiment dans le body. Je vais vous mettre une photo de quand j'ai commencé avec Florian. Juste ici, c'est une photo que... Enfin, c'est un update, le tout premier update que j'avais fait avec Florian. À ce moment-là, je pense que mes focus, bien évidemment, c'était les bras et les quads. Et ça reste globalement les quads et les bras. D'ailleurs, je vais vous mettre le prochain update physique que je vais faire demain matin. Juste ici. Donc, on a quand même bien entendu bien bossé, tout le corps a bien évolué quasiment. Ça va bientôt faire 2 ans, là, tout pile. On avait commencé en novembre, je crois, ou octobre 2023. Là, on arrive du coup octobre-novembre. Enfin, on n'est pas encore là, mais bon, on va s'en y rapprocher. 2025. Beaucoup de taf sur les bras reste à faire. Je suis très content de comment mes quads ont évolué parce que c'était vraiment vraiment un point faible et pendant très longtemps j'ai eu du mal à les faire grossir, à les développer. Faut dire aussi que je les travaillais extrêmement mal aussi et je faisais que des exercices qui me plaisaient sans chercher forcément l'optimal. Et quand j'y repense, mes entraînements, ils ressemblaient absolument à rien. Passé un temps, bon là ça doit faire quasiment 4 ans, mais j'avais 8 ou 9 sets de leg extension dans une séance, c'était absolument n'importe quoi. Je crois même que j'avais des dégressives sur le leg extension. Mais bref, tout simplement pour vous dire que un point faible, souvent, très souvent, il n'est pas dû à rien, il est souvent dû à un mauvais passif en termes d'entraînement. Il peut être dû également à de la génétique et très souvent ça va rentrer en jeu. Mais de manière générale, même si vous avez quelque chose quelque chose en termes de génétique, vous n'êtes pas avantagé par rapport à un muscle. Si vous l'entraînez bien avec de manière intelligente, cohérente, avec assez de volume, assez d'intensité sur votre training, il n'y a pas de raison que ça le reste très longtemps ou en tout cas que ce soit vraiment un muscle en retard par rapport aux autres. Donc voilà, c'est surtout un manque de structure. Je me rappelle, dans une séance, j'avais du leg extension, ensuite je faisais du bell squat et ma technique était absolument horrible, du coup je prenais tout dans les fessiers. J'avais du squat aussi, donc tout dans les fessiers aussi parce que j'ai vraiment pas de bon levier pour le squat. Ce qui fait qu'actuellement mes quads sont de gros points faibles et mes fessiers sont de gros points forts. Et c'est pas dû à rien, c'est dû au fait que on va dire, les 4-5 dernières années avant que je commence avec Florian, j'entraînais très très mal mon bas du corps et j'ai développé de gros fessiers, en plus d'avoir de bons leviers pour les avoir, à la place des quadriceps. Et forcément, ben, ça a tout simplement pas arrangé la situation, au contraire ça l'a empiré, de plus en plus des fessiers, de moins en moins de quads, ou en tout cas des quads qui stagnent, et du coup j'avais de plus en plus la possibilité de recruter ces fessiers et pas mes quadriceps, ce qui faisait que je les engageais tout le temps sur tous mes mouvements, tous mes patterns de squat,
Et à l'époque, quand même, c'était assez rare quand même d'avoir des hack squats ou ce genre de bonne machine pour du coup ne pas avoir de flexion de hanche. Et je me rappelle à l'époque, il y avait quand j'étais à Paris, il y avait que Fitness Park Alésia en tout cas, dans le 18e si je me trompe pas, qui avait un hack squat. Et le hack squat était absolument horrible. Enfin, c'était un techno-gym, mais pas du tout huilé. Et je me rappelle que j'allais là-bas. En même temps, j'étais en stage où je bossais juste à côté. Du coup, ça me permettait de faire un peu du vac, mais à l'époque, j'avais pas forcément le matos nécessaire, pas les connaissances nécessaires, ni réellement l'implication nécessaire pour développer mes quads. Pour revenir à la question, mes points faibles, du coup, je dirais que c'est toujours les bras, toujours les quads, même si ça a bien évolué, c'est ce qui va potentiellement me manquer un peu sur scène. Et là, avec Florian, on va sur la prochaine petite phase de off-season avant de commencer la prep en mars-avril 2025. On va me rajouter du volume, je pense, sur les quads. Les bras évoluent bien, même si j'aimerais qu'ils évoluent un peu mieux. Voilà pour ça. Seconde question. Comment reprendre confiance pour partir en prise de masse après une sèche hard ? Entre parenthèses, blocage mental. Ça, c'est une question hyper intéressante, tout simplement parce que déjà on l'a testé, on l'avait abordé dans des podcasts avec Florian, notamment sur comment réussir sa phase de masse d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui revient énormément. Je pense pas avoir déjà eu ça, je pense pas que ça m'est déjà arrivé, mais à mes clients ou d'autres personnes sur Instagram qui me contactent ou avec qui je discute, ça arrive un cas sur deux, j'ai envie de dire même un cas sur deux au minimum. Tout simplement, ça va dépendre un peu de qui vous êtes et de vos objectifs. Si votre objectif c'est du bodybuilding, alors la question ne se pose pas. La sèche que vous avez faite avant de partir en phase de masse, votre objectif n'est pas d'être sec. Vous deviez être sec parce que au moment où vous avez décidé de sécher, vous étiez soit trop gras, soit pas assez sec pour continuer ou entamer une phase de masse et qu'elle soit assez longue pour être tout simplement productive. Donc vous avez dû sécher. Mais votre but premier n'a jamais été d'être sec. Donc simplement, c'est une étape, vous séchez pour ensuite pouvoir passer assez de temps en surplus et faire de la masse. Si maintenant votre but c'est simplement avoir un corps qui vous plaît et être bien dans votre peau, à aucun moment vous êtes obligé de faire de la masse. Ou en tout cas de passer sur une prise de masse comme vous l'entendez dans votre imaginaire. Donc vous pouvez très bien rester à maintien, léger surplus. Bien sûr, vous allez reprendre potentiellement un tout petit peu de fat. Tout dépend à quel point vous poussez votre surplus. Mais il est tout à fait possible de progresser et de construire du muscle avec un très léger surplus. Bien sûr, comme on l'a également abordé dans le dernier podcast du No Limit Nachi Podcast qui est sorti à cette heure-ci, c'est-à-dire l'épisode 5 sur comment réussir sa sèche. Rester en sèche toute sa vie, ce n'est absolument pas pertinent et surtout ce n'est absolument impossible. Donc comprendre que rester sec à l'année, c'est pas une condition que l'on souhaite parce que vous avez beaucoup plus à en tirer, à légèrement reprendre du gras, à repasser en surplus calorique, que ce soit pour vos hormones, que ce soit pour votre forme, que ce soit pour un entraînement et pour votre bien-être de manière globale. Donc le comprendre, l'accepter, le tester aussi, je pense que avec l'expérimentation, vous allez vous rendre compte à quel point c'est bénéfique pour vous et à quel point vous appréciez être plus gras, tout simplement, et être plus fort. Okay. Donc testez et vous allez bien voir. Et dans tous les cas, si vous n'aimez pas le fat que vous avez repris, simplement rentamer un déficit calorique, vous allez le reperdre aussitôt. Et vous n'êtes jamais bloqué dans une situation, vous êtes maître de votre corps. Tout dépend de ce que vous voulez. Mais voilà, vous n'êtes jamais bloqué. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter des choses et de tester des choses. Troisième question. Est-ce que je filme avec la DJI ? La question va être très rapidement répondue. Oui, je filme avec la DJI dès maintenant. Potentiellement, ça se ressent pas dans les réglages parce que je suis nul. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des bons réglages pour le vlog. Normalement, je pense avoir fait les bons choix. Mais potentiellement, vous pouvez m'aider à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'au niveau de la qualité, ça sera peut-être un peu mieux. Ou toutes les personnes qui utilisent des DJI, je prends tous les tips et astuces pour avoir un aspect un peu plus qualitatif potentiellement. Prochaine question. Hello, comment tu sais si tu es allé trop loin en prise de masse ?
continue comme ça. Donc déjà, merci beaucoup. Comment on sait si on est allé trop loin en prise de masse? Encore une fois, ça va dépendre de ton but. On va dire de manière générale, pour monsieur et madame tout le monde, est-ce que tu es allé trop loin en prise de masse? Est-ce que tu aimes toujours ton reflet dans le miroir? Est-ce que tu as toujours la motivation pour aller t'entraîner? Parce que hors bodybuilder, hors compétiteur, n'oubliez pas que vous allez à l'entraînement pour vous plaire, pour améliorer un certain pan de votre vie, que ce soit avoir plus confiance en vous, avoir un meilleur physique, être en meilleure santé, etc. Donc si vous commencez à vous éloigner de cet objectif-là, bah, tout simplement revenez-y, ou en tout cas recentrez-vous sur vos objectifs perso. Donc c'est surtout est-ce que vous plaisez. Pour toutes les autres personnes qui cherchent surtout l'optimisation et potentiellement des bodybuilders, je ne parle pas forcément de compétiteurs, mais bodybuilders, est-ce qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, plusieurs paramètres importants? Est-ce que vous avez pris trop de body fat? Donc j'ai envie de te dire, dépassez pas les 17% de masse grasse, parce qu'après, au-delà de ça, en termes hormonal, vous allez plus faire du fat que faire du muscle. Et dans une prise de masse, le but est toujours d'optimiser ce ratio-là, masse maigre, masse grasse. À partir du moment où ça va plus être pertinent, est-ce que vous avez toujours l'appétit pour, ou est-ce que vraiment ça devient compliqué, que vous êtes fatigué tout le temps, que après manger vous avez des gros crashs? Ça peut arriver, mais tant que c'est minime comparé à ce que ça vous apporte à l'entraînement, continuez. À partir du moment où vraiment vous sentez que vous êtes trop fatigué, que ça devient une corvée, que vous vous levez le matin en sachant que vous allez devoir manger et que c'est plus possible, que vous repoussez petit à petit vos repas à la fin de la journée, et que la fin de la journée vous vous retrouvez avec 2000, 3000 calories sur un repas, potentiellement il faut arrêter, refaire une sèche, relancer l'appétit. Ça peut être aussi dû à des variables à l'entraînement. Est-ce que vous prenez du poids, certes, mais est-ce que vous continuez à avoir des augmentations de charge, des augmentations de répétition, plus de stimulus sur le muscle? Mais voilà, il n'y a pas une variable à regarder, c'est plutôt un ensemble de variables. Est-ce que vous avez encore l'appétit? Est-ce que vous êtes trop fatigué? Est-ce que votre body fat est trop haut? Et également, si vous êtes un compétiteur, où en êtes-vous par rapport à vos objectifs en termes de timeline? Peut-être qu'au bout d'un moment, vous serez forcé, même si tout va bien, à commencer à cut. Mais dans ce cas-là, c'est pas que vous êtes allé trop loin, c'est simplement que c'est le moment d'arrêter. Prochaine question, comment se forger un mental d'acier? Donc cette question, elle est posée par une personne que je connais et qui a eu pas mal d'imprévus, de problèmes dans son évolution, et pour autant qui n'a jamais lâché. Et je pense que si tu vas te reconnaître, tu as forgé quand même un mental d'acier. Maintenant, comment en soi encaisser les épreuves qui peuvent vous arriver, qu'elles soient plus ou moins dures? Ces épreuves-là, vous n'en êtes pas forcément fautif. Maintenant, vous êtes fautif si vous ne décidez pas de vous en relever. Peu importe ce qui vous arrive, que vous l'ayez mérité ou non, souvent c'est pas forcément le cas. Maintenant, c'est en votre devoir de décider ce que vous allez faire avec cette situation-là. Et notamment, est-ce que vous allez continuer à chercher à arriver vers vos objectifs, ou est-ce que c'est trop lourd pour vous, c'est trop dur et vous décidez de lâcher? Si vos objectifs sont très importants pour vous et vraiment importants pour vous, peu importe ce qui va arriver dans votre vie, ben vous allez toujours chercher à l'atteindre de manière plus ou moins rapide, de manière plus ou moins optimale, mais vous allez continuer d'avancer. La pire des choses, c'est de s'arrêter de marcher, de s'arrêter d'avancer, parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre vos objectifs, et vous allez lâcher tout simplement. Donc, réfléchissez à est-ce que j'ai assez de force mentale actuellement pour encaisser ce qui m'arrive et continuer d'avancer. Dans tous les cas, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter et faire avec les armes que vous avez à l'heure actuelle. Même si vous devez avancer très lentement, à tâtons, vous avancez et continuez à avancer. Petit à petit, la situation va s'éclaircir. Peu importe la situation, va s'améliorer, vous allez y voir plus clair, et au final, quand vous regarderez en arrière, vous aurez avancé. Maintenant, si vous stagnez, que vous avancez pas, vous allez vous retourner et vous allez comprendre que tout le temps que vous avez à disposition, vous ne l'avez pas utilisé, et ce temps-là est perdu. N'oubliez pas que la seule chose que vous ne pouvez pas jouer avec, c'est le temps. Donc faites en sorte que ce temps-là soit bénéfique, et ce sera le meilleur conseil, que ce soit en bodybuilding ou autre chose. Faites quelque chose de ce temps-là
peu importe ce qui vous arrive, c'est pas votre faute, mais par contre, si vous décidez de stopper, si vous décidez d'arrêter d'atteindre vos rêves et vos objectifs, ça, c'est votre faute, ok? Donc, comment se forger un mental d'acier? Tout simplement, faire preuve avec le mot à la mode de résilience, simplement accepter que vous n'avancerez peut-être pas aussi rapidement que ce que vous voulez, mais que vous continuerez à avancer, et c'est ça l'essentiel. Je vais faire charger mon micro. Du coup, est-ce que j'ai des conseils pour éviter la rétention d'eau? Comprendre d'où vient la rétention d'eau. Souvent, ça peut être dû à simplement une question de variation de ta consommation d'eau, donc, ou tout simplement de consommation de sel. Ça va être plutôt sur ce jeu-là entre ratio consommation de sel et consommation d'eau. Au niveau du sel, à part compétiteur, je te conseille pas de traquer ça. Parce que sinon tu rentres dans de la suroptimisation et toujours faire plus, pas forcément faire le mieux. Je te conseille simplement de saler tes plats de manière, on va dire, normale, même si ça veut rien dire. Mais on va dire 1 gramme de sel, 2 grammes par plat. Et sur tes pré-workouts, tu peux peut-être monter à 2 grammes. C'est très bien. Essaye d'avoir toujours la même consommation de sel de manière hebdomadaire, de manière fréquente plutôt. Et également au niveau de la consommation d'eau, boire assez d'eau et surtout que ça soit également constant, ne pas boire un jour 2 litres, l'autre jour 6 litres, etc. Et moi je te conseille dans tous les cas, selon ton poids, on va dire si tu as entre 70 et 90 kg comme beaucoup de personnes simplement, pas forcément la majeure partie, mais beaucoup de personnes, entre 6 et 8 litres d'eau, c'est très bien. Passé un temps, j'avais dit, je me rappelle de ça, j'avais dit que je buvais 10 litres d'eau. C'était pic été 2024 sur ma première prise de masse. Et je me rappelle que ça avait surpris, voire choqué beaucoup de personnes. Et j'avais même reçu beaucoup de messages négatifs, voire certains haineux en disant que je faisais n'importe quoi, que j'incitais à faire n'importe quoi. En sachant qu'on était canicule 2024, que je mangeais entre, je crois quasiment 700, peut-être un peu plus, grammes de carbs par jour pendant longtemps, que je suis un athlète, que je m'entraînais déjà très fort tous les jours et que j'étais à 4800 calories. Donc pour moi, boire, c'était même pas quelque chose, une corvée, d'ailleurs ça me donne soif, c'était une nécessité. J'avais chaud, je transpirais beaucoup, je m'entraînais longtemps, donc je me déshydratais également beaucoup, je mangeais beaucoup de carbs, donc j'avais besoin d'eau tout simplement pour on va dire assimiler, digérer toutes les carbs que je mangeais, et c'était quelque chose que je ressentais le besoin. J'avais le besoin de boire, j'avais très souvent soif, et je le voyais sur mes performances, sur ma composition corporelle également, que ça jouait énormément et de manière bénéfique. Je me sentais beaucoup plus performant en entraînement, mes muscles étaient beaucoup plus hydratés, je le voyais même à la qualité de ma peau. Et là, ces derniers mois, j'allais dire, on voit de plus en plus de personnes commencer à faire tout simplement à rendre ça normal et logique et banal de boire autant. Et d'un coup, quand c'est des personnes un peu plus influentes, il n'y a plus vraiment de notion de tu fais n'importe quoi. Ça demande plutôt comment faire pour boire plus, pourquoi il le fait, etc. Mais je me rappelle que je m'étais quand même fait bien incendier par rapport à ça. Et je reste sur ce que je disais, buvez, arrêtez de penser que ça va entamer vos reins, votre foie ou je ne sais quoi, ce que j'ai pu répondre. Vous êtes des athlètes, vous entraînez beaucoup, vous avez besoin d'être hydraté et surtout si vous avez faim, si vous avez soif, buvez. Arrêtez de penser que ça va vous poser problème. Et souvent également, les personnes qui ne boivent pas assez, en commençant à boire, vont se rendre compte que la soif se déclenche. Et plus vous buvez, plus vous avez soif, tout simplement parce que votre corps en demande un peu plus. Donc si vous avez du mal à boire, ce que je vous conseille, c'est soit prendre des sirops zéro, mais n'en abusez pas non plus. Et des boléros également, ça peut vous aider, mais n'en abusez pas non plus si vous digérez mal les édulcorants. Mais ça peut clairement vous aider à augmenter votre consommation d'eau, tout simplement parce que vous allez être raturé par un goût sucré, c'est un peu plus plaisant. Donc n'hésitez pas à boire, mais pour limiter la rétention d'eau, buvez assez, ok, et buvez de manière régulière. Question assez, on va dire, complexe et très intéressante. Est-ce qu'il y a des tips pour guérir des TCA qui nous poussent à manger toutes nos calories le soir? Alors,
je sais pas si réellement manger toutes ces calories le soir, c'est des TCA. Et je pense pas, clairement. Je pense simplement que c'est une préférence et une peur. Mais aller dire que c'est des TCA, ça, je ne sais pas. Peut-être que ça peut être catégorisé tel quel. En tout cas, je vais me concentrer sur la question. Et je pense que c'est quelque chose qui est arrivé à beaucoup, beaucoup de personnes qui sont soit en déficit depuis un petit moment, soit qui ont déjà eu des phases où ils sont restés en déficit pendant assez longtemps. Euh, Pourquoi tu cherches à mettre toutes tes calories le soir? Parce que déjà, dans un premier temps, tu cherches à avoir un peu une récompense de ta journée, première chose. Et souvent le soir, c'est le repas où tu vas pas être dans le rush, du coup, tu aimes bien te poser et un peu manger, manger, manger. Parce que tu as eu très faim de ta journée, que tu t'es un peu restreint toute la journée, et il est là le problème. Le fait, c'est qu'en fait, de placer toutes ces calories le soir, notamment quand tu es en cut, et c'est souvent ça le problème, c'est que tout le reste de la journée, tu n'auras pas assez de calories, du coup tu vas avoir très 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 faim, et tu vas attendre le soir avec impatience pour manger. Donc déjà, tu vas mal vivre ton déficit, alors qu'un déficit ne doit pas forcément être mal vécu, simplement une phase où tu vas un peu moins manger, mais c'est pas une phase où tu es censé être affamé, notamment si c'est simplement une cut classique. Euh, voilà, et donc en fait tu vas placer tous tes repas à la fin, parce que tu te dis au moins le soir j'aurai plus faim. Mais en fait, si tu prends un peu le problème à l'envers, c'est pourquoi le soir tu as très faim et du coup tu as besoin de mettre énormément de volume, énormément de calories, c'est parce que toute la journée tu t'es restreint. Si toute la journée tu places des calories, on va dire classiques, que tu répartis bien tes calories, le soir tu n'auras pas forcément énormément faim, donc tu n'auras plus cette nécessité et cette envie-là de manger énormément, de placer beaucoup de volume. De plus, en plaçant toutes tes cales le soir, ça n'est pas bien entendu quand tu t'entraînes, mais ça peut être absolument pas optimal si sur les autres repas de la journée, notamment ton pré et ton post-workout, tu n'as pas assez de glucides et de protéines. Donc, des tips, tout simplement, teste, mange un peu plus la journée, tu verras que tu seras un peu plus calé, tu auras un peu moins faim de manière globale, tu vas vivre ton déficit de manière moins négative, et le soir, tu n'auras plus besoin d'autant de réconfort et d'autant de calories pour te sentir bien. Prochaine question, c'est comment je me projette dans mes projets futurs. Alors, comment prendre ça? Projet futur. Actuellement, je suis vraiment focus dans tout ce qui est du coup mon coaching et mes clients. Euh, et moi en tant qu'athlète et mes projets en tant qu'athlète. Donc on va commencer par comment je me projette dans mon coaching, dans mes objectifs avec mes athlètes. L'objectif, j'ai pu le dire sur plusieurs formats, YouTube, Insta, les podcasts, etc. Mais c'est bien entendu d'amener le maximum d'athlètes sur scène et pas amener simplement mes athlètes sur scène, mais faire en sorte que mes athlètes kiffent leur expérience et aiment leur expérience. J'amène des athlètes qui, pour moi, ont de très 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 gros niveaux, qui ont de très 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 gros potentiel, et j'en suis très content. On a fait un très très gros trèfle en amont avec eux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent avec un très gros niveau. Donc bien sûr, mes objectifs n'est pas simplement de les amener sur scène et basta, non, c'est vraiment aller chercher de très belles places, et je n'ai pas envie de m'avancer plus sur ça parce que je vais me porter l'œil et Dieu sait à quel point j'ai un karma puissant. Mais voilà, simplement qu'ils kiffent leur première expérience, qu'ils aiment l'expérience qu'ils ont fait avec moi. Je sais que là, pour le moment, tout ce qui a été off-season, on l'a très bien géré, ils ont vraiment bien aimé tout ça. Maintenant, le but, c'est qu'ils aiment leur scène, d'être fiers également d'eux, mais que je sois également fier de moi, de les avoir amenés avec une bonne condition, que mentalement c'est bien suivi, de les avoir, voilà, qu'ils aient aimé leur expérience en bodybuilding, potentiellement qu'ils aient envie d'en faire d'autres si c'est leur objectif par la suite. Mais voilà, simplement être fier des athlètes que je mène et de moi, comment j'ai géré tout ça. Ensuite, bien entendu, d'un point de vue hors compétiteur, parce que dans mon coaching, je ne fais pas que des compétiteurs, c'est aider le maximum de personnes à évoluer mentalement, physiquement. Dans mes suivis, il y a énormément de parties mentales, et je pense que
tous mes clients et tous mes coachés peuvent en témoigner. On ne travaille pas simplement voilà, simplement en plan d'entraînement, on corrige tes exercices et voilà, tu as évolué physiquement. C'est vraiment un suivi qui est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus poussé que ça. Et j'en suis très content de voir chaque semaine les retours de mes clients et me dire qu'ils ont bien évolué, que ça avance, parce que le bodybuilding, pour moi, c'est énormément mental. Si ton mental ne suit pas, ton physique ne suivra pas. Si ton mental est là, et je le vois aux personnes qui arrivent vers moi avec déjà un mental qui est simplement OK, je sais qu'ils vont atteindre leur objectif. Au contraire, si ton physique est plutôt bien, ou même très bien, mais que ton mental est en chute libre, c'est juste une question de temps avant que tu perdes tes gains, avant que tu perdes la motivation et que tu arrêtes. Donc pour moi, le mental est super super important et je suis très content d'aider tout le monde, d'aider tous mes clients par rapport à ça. Je suis très content des retours et donc continuer comme ça. Maintenant, moi-même, mes objectifs en tant qu'athlète, j'ai pu en parler un peu dans la dernière vidéo. Encore une fois, je vais pas m'avancer parce que j'aime pas me porter l'œil. C'est faire les meilleures preps possibles, être très fier, quoi qu'il en soit, que je gagne, que je perde, que je finisse deuxième, que je finisse troisième, que je finisse avant-dernier. J'ai envie de me convaincre que je m'en fiche, même si c'est pas vraiment le cas, mais me convaincre que mon expérience sera déjà simplement une étape, parce que ce sera clairement pas la seule compétition que je vais faire, et je compte bien remettre le couvert, que je gagne, que je perde, ou quoi que ce soit. Et voilà, faut que je le voie comme une première expérience, amener le meilleur package, être très très fier, et je sais que j'ai le mental pour, peu importe ce qui arrive, à quel point ça va être dur, j'aurai le mental pour. Donc simplement faire de très belles compétitions, ne pas chercher à faire des compétitions facile, j'ai envie de dire, vraiment me confronter au top niveau, quitte à me faire écraser et me remettre les idées en place et repartir tout simplement de manière encore plus motivée sur les autres prochaines compétitions et les prochaines phases de masse que je vais encaisser et que je vais surmonter. Voilà, simplement me comparer au top niveau, être fier de moi et avoir la meilleure prestance sur scène. Ça, c'est aussi quelque chose de très très important pour moi. J'ai vraiment envie de montrer le meilleur posing possible parce que c'est pour moi également quelque chose de super super important en bodybuilding, et peut-être même, j'y pense, pas forcément faire que du men's bodybuilding. Voilà. Et je parle pas forcément de classique. Donc ça sera à voir et je vais commencer à travailler. J'ai déjà commencé à travailler tout ça. Prochaine question. Peux-tu nous parler de ton parcours, études, pourquoi être coach aujourd'hui? J'ai pas eu forcément un parcours qui est assez classique pour devenir coach. J'étais très bon à l'école. J'ai fait un brevet classique quoi, comme tout le monde. J'ai eu mention très bien, ensuite bac S, mention très bien aussi. J'ai eu de très très bonnes notes. Voilà, sans flex, je crois que j'ai eu peut-être un 18-70 ou quelque chose comme ça. Et j'étais bon dans quasiment toutes les matières, mais forcément plus scientifiques. Mais j'étais pas forcément bon parce que j'avais des prédispositions, et ça c'est partout et j'aime bien le dire. En fait, je suis pas bon de base, je n'ai absolument aucun talent, aucune prédisposition, juste je travaille plus que les autres. Je rentrais des cours, je travaillais jusqu'à prendre ma douche et manger et dormir. Je retournais en cours, je rentrais, je faisais ma séance de sport, je rentrais, je travaillais. Et c'était comme ça tous les jours. Donc vraiment, en fait, j'avais une routine de bodybuilder, mais dans un objectif qui était différent, c'est-à-dire être le meilleur dans les études. Et c'est pour ça que j'ai eu de si bonnes notes. Donc j'avais de très bonnes notes. Je me suis orienté vers des études d'ingénieur. J'ai fait une prépa, pareil, j'ai fait une prépa à Montpellier pour intégrer les écoles d'ingénieurs. J'ai eu de très bonnes notes aussi. Je crois que j'avais fini peut-être 10e de mon école ou quelque chose comme ça, ou 6e, je sais plus. Du coup, j'avais clairement le choix de l'option que je voulais prendre. Il y avait une option en robotique à Paris qui m'intéressait. Du coup, je suis monté à Paris à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'étais à Paris. À ce moment-là, j'ai un peu décroché les études. Je savais un peu d'avance que c'était pas ce que je voulais faire. Et petit à petit, je me suis orienté vers le bodybuilding. Plusieurs événements dans ma vie ont fait que j'ai un peu décroché des études et j'ai compris que c'était pas forcément ça que je voulais. Les personnes avec qui je travaillais aussi, que je côtoyais là-bas, m'ont fait comprendre que c'était clairement pas
mon truc et la mentalité voilà, que j'aimais. J'ai fait un petit séjour en Angleterre qui a été assez court aussi, mais forcément, du coup, j'étais vraiment, vraiment imprégné du bodybuilding. J'avais un stage de 2 mois, donc assez court. Je crois que pendant ce stage de 2 mois, j'ai passé beaucoup plus de temps à la salle de sport que dans mon entreprise, enfin dans mon laboratoire où j'étais. Et après ça, je suis rentré d'Angleterre et j'ai pris un coaching avec Flo. Et puis, tout simplement, ça a été quelque chose ensuite de assez naturel, assez... ouais, c'était simplement une évidence. J'ai eu une opportunité, je l'ai prise. Et je pense que c'est comme ça dans la vie, c'est des choix, plein de petits choix qui t'amènent à un jour une opportunité. Mais les opportunités, elles se créent. Et je sais que c'est tout le travail derrière, mon implication et tout, qui a fait que j'ai eu ces opportunités-là, d'être aujourd'hui présent sur Insta, sur YouTube maintenant, et en tant que coach en ligne, en aidant le maximum de personnes. Donc voilà, j'ai pas eu un parcours classique, mais j'en suis très content. J'ai pu toucher à pas mal de choses, pas mal de sujets passionnants, hors bodybuilding, qui me passionne également pas mal. J'aurais pu continuer dans la voie d'ingénieur, il y avait certaines choses qui me plaisaient beaucoup. Mais forcément, la question, elle était vite répondue. Ok, donc cette vidéo va être longue, comme d'hab, je parle beaucoup. Prochaine question. Comment savoir si on a besoin d'un coach ou si on peut continuer seul? Je pense que ça dépend de pas mal de choses, de tes objectifs déjà. Si tu es un compétiteur, arrêtez de vouloir vous entêter à vouloir tout faire vous-même. C'est pas parce que vous faites confiance à quelqu'un que vos connaissances déjà en tant que vous-même coach sont moins bonnes. Et c'est pas pour ça que c'est un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est vouloir apprendre, vouloir faire confiance à quelqu'un qui soit voilà, plus ou moins ou à égale connaissance de vous, mais potentiellement apporter une autre vision, également vous permettre de décrocher mentalement, vous concentrer sur vous-même ou même sur votre boulot, parce que forcément, quand je mets ma prog, mon plan dans les mains de Florian, c'est pas parce que je suis plus nul que Florian ou autre chose, simplement que je décide que Florian, j'ai confiance en lui, je sais qu'il fera bien les choses, et que pour l'instant, tout le focus que je ne mettrai pas sur savoir est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je m'entraîne assez, est-ce que ma phase actuellement est bien gérée, est-ce que j'évolue bien, etc. Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Toutes ces choses-là que vous pouvez penser tout le temps et qui peuvent clairement vous bouffer et vous mettre beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude. C'est de la sérénité d'esprit, c'est du calme que vous allez pouvoir avoir dans votre vie pour vous consacrer à vous et à le mettre cette énergie-là dans l'évolution de vos clients ou dans votre évolution tout court de votre vie, de votre business, etc. À quoi ressemble, donc là il y a quand même plus de questions liées à mon coaching, donc à quoi ressemble une semaine type de check-in avec tes clients? Alors j'avais pu en parler dans une dernière vidéo, maintenant mes check-ins sont surtout les vendredis, samedis et dimanches. Je préfère avoir des semaines, des journées un peu plus chargées en termes de check-in. D'ailleurs aujourd'hui on est lundi et j'en avais pas mal. Ouais, je tourne la vidéo directement après avoir fini les check-in. Donc voilà, c'est 3 gros jours où je traite tous les bilans de mes clients. Dans un bilan, tout simplement, ce qu'on va regarder, ça va être ses variables dans la semaine, également son ressenti de sa semaine, de manière objective du coup et subjective, vraiment croiser les infos pour prendre les meilleures décisions, pas se baser seulement sur les chiffres et pas se baser seulement sur son ressenti, bien entendu. On va regarder sa progression, son plan, est-ce qu'il y a des choses à changer, est-ce que tout se passe bien, est-ce que ses entraînements se passent toujours bien, corriger ses exercices, corriger son posing, en sachant que je me consacre de plus en plus dans le posing de mes clients, sans voilà, dire et faire la prétention que j'ai le niveau d'un coach de posing, mais simplement parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup, dont je me suis formé au fur et à mesure, et actuellement j'ai quand même beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences dans ce domaine-là, et c'est quelque chose que j'aime faire, donc on prend beaucoup de temps pour, notamment pour les compétiteurs, travailler le posing, bien sûr revoir l'entraînement, revoir le plan, mettre en place de nouveaux petits objectifs semaine par semaine, mois par mois, atteindre les objectifs finaux et tout simplement s'assurer que tout va bien, répondre aux questions et interrogations s'il y en a et voilà, simplement optimiser leur progression. Est-ce qu'on peut être naturel et avoir un gros physique compétitif?
Ben, je te répondrai tout simplement de regarder le niveau qu'il y a actuellement sur les compétitions internationales, notamment WNBF. Toutes les dernières WNBF là, qui ont eu lieu, je pense que le niveau des personnes qui concourent parle d'eux-mêmes. Et ne pas penser que toutes ces personnes-là sont chargées, sinon voilà, ça serait une énorme conspiration. Tout simplement, oui, c'est tout à fait possible d'avoir un très très gros niveau naturellement. Et je suis content que de plus en plus les gens le comprennent, que les barrières tombent. Et je trouve, en tout cas, c'est peut-être parce que les personnes que je suis sont, on va dire, sans problème, mais qu'il y a de moins en moins de drama par rapport au dopage, etc. Concernant des athlètes naturels où tout le monde crie au dopage, il y en a encore, mais tout simplement ces personnes changeront d'état de pensée. Et d'ailleurs, je connais des personnes qui pensaient pas mal que beaucoup de personnes étaient chargées, jusqu'à ce qu'eux-mêmes aient une bonne évolution et comprennent réellement en fait, que c'est juste une question de temps et d'implication dans le processus. Combien de temps faut-il avoir pour avoir de vrais résultats en musculation? Je dirais que ça dépend. Ça dépend tout simplement à quel point tu prends le process au sérieux. Est-ce que tu te fais suivre directement par un coach? Ça revient à la question d'avant. Tout simplement, le plus gros ennemi en bodybuilding, c'est le temps. Si tu optimises ton temps, alors tout simplement, tu seras le plus compétitif possible. Et aujourd'hui, on voit arriver des personnes qui ont 17, 18, 19 ans en junior avec des physiques absolument stratosphériques, tout simplement parce qu'ils ont commencé tôt, avec des connaissances qui se développent de plus en plus. Ils sont fait rapidement suivre par un coach, et pour autant, ils ont peut-être derrière eux 2, 3 ans de musculation. Et au contraire, tu peux voir des personnes qui aujourd'hui ont 30, 35 ans, qui ont derrière eux 10 ans d'expérience, et qui ont des physiques qui n'ont absolument pas bougé, parce qu'ils restent coincés dans des idées reçues. Ils ne cherchent pas réellement à optimiser leurs gains, ils ne cherchent pas à se faire suivre, et finalement tu restes bloqué très longtemps comme ça. Donc tout simplement, le meilleur conseil, c'est oui, tu peux rapidement en 2 ans, je dirais, avoir un physique stratosphérique, enfin en tout cas extrêmement bon, même 2, 3 ans. Mais le meilleur conseil, tout simplement, c'est fais-toi suivre par quelqu'un de compétent, qui a des connaissances et qui te saura tirer profit de ton évolution et de ton temps. Toujours penser que ton temps est la chose la plus précieuse que tu as. Donc utilise-le bien, dans tous les cas il va passer, ce temps-là. Allez, 2 dernières questions. Est-ce que j'ai déjà eu envie d'abandonner et comment j'ai réagi si oui? Non, je n'ai jamais eu envie d'abandonner parce que tout simplement le bodybuilding c'est ce que j'ai le plus cher au monde et ce que je donnerai le plus. C'est dans quoi je vais donner le plus de mon énergie et tout mon temps. Et je donnerai tout simplement pour réussir. Beaucoup de personnes, j'ai entendu ça, beaucoup de personnes aiment bien dire voilà, n'ayez pas que le bodybuilding dans votre vie. Alors c'est vrai, bien sûr, n'ayez pas que le bodybuilding dans votre vie. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé d'avoir cette balance-là, ou si vous faites du bodybuilding, il faut qu'à côté vous ayez d'autres passions, d'autres sujets, de discussion. Bon, ça oui peut-être, mais d'autres passions et d'autres hobbies dans lesquels vous allez passer beaucoup de temps aussi, ou du temps, pas forcément. Si vous réellement vous êtes un bodybuilder et que vous prenez ça vraiment à cœur, je peux vous dire que le reste du temps, vous aurez pas énormément de temps, hein, surtout si vous êtes coach comme moi. Au final, ma vie baigne dedans, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour moi-même. Et quand j'ai du temps, soit je me forme dans ça, soit je me renseigne dans ça, soit je regarde des vidéos dans ça, soit j'apprends dans du posing, soit moi-même je pose. Enfin, j'ai tout le temps une activité qui s'y prête. Bon, bien sûr, par moment, je fais d'autres choses et bien sûr que j'ai d'autres sources d'intérêt, d'autres hobbies, etc. Mais j'allais dire que 85% de mon temps, ça touche au bodybuilding. Donc, non, j'ai pas envie d'abandonner, tout simplement par cette raison, c'est que c'est la chose la plus chère à mes yeux. Réussir, aider les gens et faire grandir le bodybuilding naturel. Et dernière question super intéressante. Quel conseil je donnerais à Florentin de 18 ans? Attends, je vais réfléchir un peu. Je pense que les conseils que je donnerais, c'est exactement ce que j'ai appliqué. C'est super bateau de dire ça, tellement bateau. De dire si je devais changer quelque chose, je changerais rien. Mais en soi, je pense que si je devais changer quelque chose, je changerais rien. Ou alors ce que je veux changer, j'en parlerai pas. Mais
je pense que de manière générale, dans mon parcours de bodybuilding, pas forcément perso, mais de bodybuilding, je ne changerais absolument rien. Dans le sens où écoute ta passion, sois égoïste, euh, fais-toi passer en premier dans ta passion et donne-toi à 200%. Et vraiment, ce que je dirais, c'est que la passion prime et qu'il n'y a que la passion qui existe. Et moi, je pense que ça, seulement la passion existe, donc donne tout. Donne tout et fais-toi confiance aussi, tente des trucs. Euh, et si tu aimes quelque chose, alors fais-le et cherche pas forcément à que ça soit rationnel aux yeux des autres personnes. Donc voilà pour cette vidéo. Dans les rushs, là je crois que j'ai 50 minutes ou 1 heure de rush. Donc on va essayer de cut des trucs pour faire quelque chose de plutôt 30 minutes. Donc encore une fois, elle va être long. Vous aurez compris la DA de la chaîne, hein, j'aime bien parler. Si vous aimez pas, bah vous regardez pas. Et si vous aimez bien, bah, dites-le moi en commentaire, aimez la vidéo. Abonnez-vous à mon compte Instagram, encore une fois, florentin.tf. Et si vous aimez vraiment m'entendre parler, on a un podcast avec Florian, Flo PTR sur Instagram. C'est le No Limit Natchi Podcast. On poste à peu près toutes les 2 semaines sur YouTube et sur Spotify. Donc si vous voulez en apprendre plus sur le monde du bodybuilding naturel, n'hésitez pas à suivre les chaînes. Voilà, soit écouter sur Spotify, soit sur YouTube, en fonction de si vous voulez voir nos têtes ou non. Je crois qu'il y a nos têtes aussi sur Spotify. Et si vous voulez plus de conseils, si vous voulez simplement évoluer plus rapidement en bodybuilding, vous pouvez me suivre sur Instagram, florentin.tf. Et également, du coup, si vous êtes intéressé par du coaching, soit que vous soyez un compétiteur et du coup vous voulez amener le meilleur physique sur scène 2027, 2028, 2029. D'ailleurs, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et c'est pas trop tard. On s'y prend pas tout simplement 6 mois à l'avance. Ou simplement si vous voulez mettre l'accent sur votre progression physique, que vous voulez plus perdre de temps, vous voulez optimiser votre temps et faire quelque chose de ce temps qui s'écoule là, contactez-moi sur Instagram. On parlera un peu de vos objectifs. Voilà pour ça, je vous souhaite du coup une bonne soirée, journée, peu importe, bon appétit et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!